Salut, c'est Andréane, porte-parole de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Aujourd'hui, je te partage un tout premier podcast tourné et enregistré dans le confort de mon salon. Je suis accompagnée d'Annick Laverdure, psychologue, spécialiste du syndrome de la Tourette et autrice du livre 10 questions sur le SGT chez l'enfant et l'adolescent, des éditions Midi 30. Bonne écoute! Allô Annick! Allô Andréane! Je suis vraiment contente que tu sois là. Moi aussi. Dans mon petit salon fait studio maison. Très chaleureux, très chaleureux. Merci! Et là, déjà, quand t'es arrivée avec le grand sourire et tout, j'étais comme, OK, ça va être parfait comme podcast. Claire. Comme premier podcast, en plus. En plus, j'inaugure les podcasts. Exactement! Je pourrais pas être plus contente. Ah, je suis contente! Mais là, c'est ça, ça va être comme le premier sujet où on aborde principalement le sujet du syndrome de Gilles de la Tourette. Puis, récemment, en fait, toi, tu as écrit un livre qui s'appelle « Le syndrome Gilles de la Tourette chez l'enfant et l'adolescent ». Puis c'est 10 questions que Exact. tu réponds, j'imagine? Oui, dans le fond, la collection 10 questions, c'est les 10 questions que les gens se posent le plus souvent en lien avec une problématique quelconque. Donc, il y a différents sujets dans cette collection-là. Puis, le syndrome Gilles de la Tourette, ben moi, c'est mon coup de cœur depuis plusieurs années. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le faire là-dessus. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Puis en plus, moi, de ce que j'ai su, t'es détentrice d'une maîtrise en recherche en psychologie de l'Université de Montréal et d'un doctorat en psychologie clinique de l'Université du Québec à Montréal. Exact. Donc là, pourquoi l'écriture d'un livre? En même temps, comme je veux dire, aujourd'hui, t'es autrice au final. Oui, ben écoute, ça a toujours été une facilité pour moi d'écrire dans la vie. Puis au fil de mes études, tu sais, c'est sûr, tu fais des articles ou des trucs, mais tu sais, c'est plus scientifique, c'est plus dur à lire dans le sens où ça coule pas de sources et tout ça. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des formations. Puis en faisant les formations, ce que j'aimais le plus faire, c'était les vignettes cliniques, les histoires de cas, finalement. Puis ça, je trouvais que ça coulait de source. Puis les gens me disaient souvent, Annick, t'es une bonne vulgarisatrice. Fait que c'est comme ça que l'idée est venue de dire, OK, je pense que je pourrais. Puis en plus, j'ai une collègue de travail qui, elle, avait déjà écrit, qui m'a dit, tu sais, je te verrais faire ça. Fait que voici, je te présente les éditions Midi 30. Annick, voilà. Elle a fait l'entremetteuse, exactement. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis en même temps, c'était comme... tu sais, j'ai été bénévole aussi pour l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Fait que, tu sais, j'ai vu à quel point il y a des besoins, c'est peu connu. Autant les gens veulent bien faire, mais savent pas toujours comment s'y prendre. Fait que je me disais, si le livre peut contribuer un petit peu, tu sais, à améliorer la connaissance puis à outiller les gens, mais ça serait déjà vraiment une grosse chose de gagner. Bien, certainement, pour vrai. Mais moi, quand j'ai lu le livre, tu sais, t'as dit, c'est les 10 questions qui sont le plus souvent posées. Puis, en plus, c'est une bonne vulgarisatrice, mon Dieu, sorry. Mais moi, quand je l'ai lu, pour vrai, j'étais comme, ben voyons donc, on dirait que j'étais tellement au courant, tu sais, j'ai le syndrome de la Tourette. Fait que, tu sais, je me suis informée, mais en lisant, j'étais comme, OK, c'est vraiment bien expliqué. Ça pourrait être lu par n'importe qui. Tu sais, mettons, je pense que même un enfant de 12 ans pourrait comprendre un peu comme plus facilement aussi, comme pourquoi il y a des tics et tout. Ben oui, ben merci de me dire ça. Vraiment, j'apprécie. Puis tu sais, c'est ça qu'on voulait aussi. Le but de cette question-là, c'est pour n'importe quel proche, intervenant, non spécialiste, dans le fond. Tu sais, c'est pour ça qu'on voulait que ça soit accessible à tout le monde. Puis si tu me dis que selon toi, en plus, un jeune pré-ado, ado Ben pourrait comprendre puis s'y retrouver, c'est vraiment génial. Ah, mais c'est ça. Mais en plus, tu sais, je pense que les éditions Midi 30, tu sais, ils sont vraiment réputés pour des livres qui sont simples, avec une belle... voyons comment dire, une belle épaisseur, tu sais, de livre, puis que c'est vraiment bien écrit, là. Mais est-ce que c'est ton premier livre que tu as écrit? Oui, c'est le tout premier. Ouais. Ah, puis là, j'ai vu en arrière aussi que ça a été, les données scientifiques, ils ont été approuvés par Julie Leclerc, qui est aussi psychologue. Exactement. Julie et moi, on s'est connus quand on faisait nos études au doctorat en psychologie. Fait que c'est même elle qui m'avait dit, tu sais, tu veux voir qu'est-ce que ça mange en hiver, quelqu'un qui a le syndrome de la Tourette, va à l'Association québécoise syndrome de la Tourette. Fait que c'est elle qui m'a ouvert les portes aussi de ce milieu-là. Puis pour moi, c'était impossible de penser à faire ce livre-là sans elle, sans son apport. Puis elle, ben, elle est dans le milieu de la recherche clinique. Donc, c'était vraiment la personne toute dédiée là, pour faire part justement de ce que ses étudiants font, puis que ce soit à la fine pointe là, au niveau scientifique. Ben oui, clairement. Je veux dire, moi, j'adore tout ce qu'elle fait. Puis en plus, quand j'ai vu ça, on dirait que ça donne encore plus envie de le lire, le livre. Mais est-ce que tu as dans ton entourage quelqu'un qui a le syndrome de la Tourette que tu connais, qui a fait en sorte que comme je me passionne pour ça, ou c'est vraiment par curiosité, par tes études, par le biais de rencontrer justement Julie ou... Ben ça s'est fait vraiment bizarrement. Dans mon entourage proche,
à ma connaissance, je n'avais pas de personnes Ok, atteintes du syndrome. Quand je faisais mes études, on a vu dans un cours en autisme, en fait, un vidéo avec différents enfants autistes. Et il y en avait un en particulier qui avait aussi le syndrome G de la Tourette. Et tout de suite, je ne sais pas pourquoi, ça s'explique pas rationnellement, mais j'ai comme eu un coup de cœur pour cet enfant-là. Puis là, à ce moment-là, l'autisme, c'était comme, oui, on connaît, tu sais, ça devenait de plus en plus populaire et tout ça, mais je dis syndrome G de la Tourette, je connais vraiment moins. Puis c'est comme ça que ça s'est fait tranquillement, peu vite. Puis en discutant dans mon entourage, pour ça, je dis à ce moment-là, j'en avais pas. Mais dans le fond, une amie du secondaire m'a dévoilé à ce moment-là, ben écoute, moi, j'ai ça, puis je l'avais jamais su. Puis c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, tu sais, puis elle m'expliquait, puis j'ai continué à donner son exemple dans toutes les formations que j'ai données. Elle, un de ses tics les plus fréquents, c'était de crisper ses orteils dans ses chaussures. OK, oui, je me reconnais. Fait que c'était ça son majeur. Elle essuie aussi les rebords de ses verres à répétition quand elle boit ou des choses comme ça. Puis sinon, c'était plus au niveau respiratoire, tu sais. Fait que ça peut passer un petit peu inaperçu, là, parfois. C'est vocaux un peu, exact. ça, quand c'est... Ça fait partie des tics vocaux, effectivement. Mais tu sais, quand c'est pas nécessairement un mot ou un son très fort, des fois, ça passe plus inaperçu. Fait que bref, je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à temps qu'elle me le dise. Fait que... Puis là, depuis, j'ai eu un enfant. Puis là, mon fils commence à avoir des tics. Ah oui! Fait que là, ça va être à suivre. Est-ce que ça va se développer en Tourette ou pas? Écoute, il y a une spécialiste avec lui pour l'accompagner si jamais, là. Hey, mais j'ai envie, moi, d'y aller comme dans l'ordre de ton livre. Ben oui. Comme, parce que je trouve que chaque chapitre est tellement intéressant. Pour vrai, je te jure, moi, je l'ai dévoré là, en 2 heures, il était fini. Là, My comme, God, OK. Mais tu sais, je lis aussi beaucoup de livres, puis celui-là, j'étais comme, oh mon Dieu, faut que je le partage à plusieurs personnes. C'est cool. Puis d'ailleurs, juste les images qui sont dedans, c'est vraiment attirant aussi, comme je te disais, comme pour les jeunes de 12 ans, mettons. Exact. Qui ça les attire un peu. Donc, la première question, le syndrome de G de la Tourette, qu'est-ce que c'est? Puis, je pense que souvent, moi, c'est la première question qu'on me demande en entrevue. Puis là, je veux juste que tu me dises si c'est bon ce que je réponds. OK, je vais te valider ça. Parfait. Donc, moi, ce que j'ai dit, habituellement, c'est que c'est un syndrome qui est neurologique, qui se caractérise par des tics verbaux et moteurs, mais c'est aussi accompagné de plusieurs comorbidités. C'est comme ma phrase, genre. C'est vraiment mauvais. Mais non, c'est parfait. C'est tout à fait ça, oui. Yes! Mais dans le fond, tu sais, si j'y vais plus en profondeur, j'ajouterais que c'est des tics moteurs et sonores qui doivent être présents avant l'âge de 18 ans. OK. Donc, ça aussi, c'est un des critères diagnostiques qui peuvent venir distinguer différents troubles tics. Parce que, dans le fond, il y a un continuum de différents troubles tics, puis le syndrome G de la Tourette en est un. Oui, il y a comme les tics transitoires, les chroniques aussi. Exactement. Okay. Puis non spécifié, ça veut dire, dans le fond, les tics qui rentrent pas dans aucune catégorie. Fait qu'on n'est pas capable de dire que, exemple, si, mettons, la personne a les symptômes du syndrome G de la Tourette. Donc, elle a des tics moteurs, des tics sonores en même temps, sans interruption de plus d'1 an, mais ils ont commencé après 18 ans. Mais là, elle ne peut pas avoir le syndrome G de la Tourette selon le diagnostic, fait qu'on va le mettre dans tics non spécifiés. Ah, mon exemple. Puis si ça augmente, mettons, si les tics augmentent au fil des années, il peut pas plus avoir un diagnostic. Non, parce que c'était pas là avant 18 ans. C'est le propre des troubles neurologiques, dans le fond, qui doivent être apparus avant 18 ans, comme le TDAH ou d'autres choses comme ça, l'autisme, la même chose. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il faut qu'il y ait un tic verbaux. Ouais. Puis moi, je rencontre souvent des personnes, puis dans ce moment-là, je suis tout le temps réfère-toi à un spécialiste de la santé ou va voir des informations sur le site de la QST parce que, tu sais, je suis pas médecin non plus, puis pas spécialiste là-dedans, mais il y en a beaucoup qui me disent, moi, j'ai des tics moteurs depuis depuis très jeune, mais j'ai pas de tics verbaux, mais ça a toujours continué, j'ai des spasmes quand je suis stressée, j'ai des spasmes, puis souvent, ça vient me rejoindre en me disant, tu sais, moi aussi, c'est un peu ça, mais là, t'as pas de tics verbaux. Fait que ça, est-ce que ça va dans la catégorie tics non spécifiques? S'il n'y avait pas de tics... Dans le fond, moi, j'aime mieux utiliser le terme tics sonores plutôt que tics verbaux. Parce que pour moi, verbaux, ça veut dire un mot verbal. Ben oui. Alors que sonore, c'est plus un son. Fait que quelqu'un qui ferait comme... Ben pour moi, c'est sonore, mais c'est pas verbal. Fait que moi, j'ajoute cette petite nuance-là. J'adore ça. Merci de me corriger. Ben écoute, il n'y a pas de quoi. Ben corriger, c'est pas tant une erreur. Des fois, les tics sonores sont plus subtils. Fait que des fois, la personne pense qu'elle en a pas, mais quelqu'un qui observe ça
tu sais, mettons, tu discutes avec moi, tu dis, Annick, écoute, je sais pas si j'ai des tics sonores, mais si je porte attention à ça, puis que je te côtoie au quotidien, peut-être que je peux te nommer des choses que tu n'as pas réalisées qui sont des tics sonores. Ça serait la première chose. Puis la deuxième chose, pour répondre à ta question, ben s'il n'y a pas de tics sonores, ça peut pas être un jet de la Tourette. Donc, automatiquement, ça va être soit un tic chronique, c'est-à-dire un tic juste verbaux. Tu vois, je viens de dire verbaux. Mais juste moteur, qui perdure dans le temps. Donc, si c'est pas les deux, ça va être un tic chronique. Même si c'est pas le même tic tout le temps, parce que le tic peut changer, là, mais ouais. Oui, c'est ça, c'est caractéristique aussi à la Tourette, que le tic change. Puis souvent, dans les écoles, on me dit que les jeunes, des fois, ils se font dire « Non, t'as pas vraiment la Tourette. La semaine passée, tu faisais tel tic. Puis là, cette semaine, tu fais autre chose, tu cherches juste de l'attention, par exemple. » Exactement. Là, ça, on n'aime pas ça se faire dire. On n'aime pas ça. Ça, c'est un non-no! Fait que moi, je pense qu'en tout cas, on comprend bien le syndrome de la Tourette, là. On va aller à la question 2. Oui, parfait. OK. J'aime ça, parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais quelle est l'origine du SGT? Dans le fond, tu sais, si on pense à l'origine historique, tu sais, d'où ça vient, tout ça, c'est un neurologue français, finalement, qui a vu ça, les premières manifestations, chez une marquise en particulier, qui avait été identifiée de toutes sortes de choses avant que lui, vraiment... décortique ou vraiment viennent spécifier les différents tics. Et c'est pour ça que son nom est demeuré. Donc, il s'appelait, je pense, Georges Brutus Gilles de la Tourette. C'est pauvre gars à la base. Imagine, maintenant, on dirait, mettons, j'ai le Brutus. Oui. Ça fait une maladie, ça fait pas trop neurologique. Ça fait maladie, j'ai un Brutus, là, j'aime pas ça. J'ai le Brutus. Mais oui, pauvre lui quand même. Hein? C'est ça, c'était déjà un handicap pour lui, je pense. C'est ça, peut-être pour ça qu'il est devenu neurologue. Faudrait peut-être analyser sur le divan d'un psychanalyste ou quelque chose. On va faire une psychanalyse. Mais c'est ça. Donc, historiquement, c'est lui qui a découvert ça. Puis pour savoir aussi d'où ça vient chez une personne, tu sais, des fois, c'est pas évident de dire, ben, oh, mais j'en ai pas dans ma famille qui ont le syndrome de la Tourette ou, tu sais, c'est pour ça que je connaissais pas ça quand j'étais petit ou whatever, tu sais. Puis ce qu'on a découvert, c'est que comme la plupart des troubles neurobiologiques, c'est vraiment une multitude de facteurs qui, mis ensemble, vont faire en sorte qu'une personne va avoir le syndrome de la Tourette. Donc, il y a une part qui est génétique, une part qui vient de l'environnement, puis une part qui est plus, tu sais, l'apprentissage, / comment t'es élevé, / un petit peu tes expériences de vie. Donc, tout l'aspect qu'on appelle psychosocial. Fait que ça aussi, ça peut venir jouer. Puis, on peut avoir, là, quand on décortique, là, c'est vraiment étrange, c'est que tu peux avoir, mettons, là, je caricature, là, genre un papa TDAH, une maman TOC, donc il y a un trouble obsessionnel compulsif, puis l'enfant a un SGT. C'est pour ça. Mon Dieu, ben, dans le sens, moi, là, ma grand-mère, elle avait tellement d'anxiété, mais comme, il y avait personne qui avait la Tourette, genre. Mais il y avait beaucoup de TOC aussi. Mais, fait que c'est, de là est découlé comme le SGT, c'est chez moi. Donc, comme tu dis, un parent TDAH, puis une maman que, j'ai oublié J'ai dit TOC. TOC, mettons, peut justement comme découler d'un enfant SGT. Exactement. Puis dans le fond, pourquoi on sait pas exactement qu'est-ce qui cause quoi, c'est que souvent, c'est les mêmes neurotransmetteurs qui sont impliqués dans le cerveau, qui sont impliqués dans le TDAH, dans le TOC, dans l'anxiété, dans la dépression, dans le Tourette. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que ça peut comme faire un mix and match un petit peu dans quelqu'un qui aurait syndrome de la Tourette, puis ça pourrait venir influencer aussi les troubles associés, les comorbidités dont tu parlais tantôt. Oui, les comorbidités. Il y en a beaucoup qui me disent que genre on n'en parle pas assez parce que souvent, tu sais, ils sont comme moins au courant. Ils pensent que justement la Tourette, c'est vraiment juste par rapport à des tics. Mais oui, pour un diagnostic, comme on disait tantôt, tu sais, je reviens en arrière, mais comme il faut des tics, mais souvent, c'est accompagné là, de comorbidité. Ça existe-tu qu'il y en a qui n'aient aucune autre comorbidité? Ça existe, mais c'est à peu près 10% des cas. C'est vraiment, vraiment l'exception. Puis c'est un peu paradoxal, tu sais, comment ça se fait que pour avoir le diagnostic, tu as juste besoin des tics, mais que dans la réalité, ce qui cause le plus de souffrance, souvent, ça va être les troubles associés ou ce qui vient complexifier les choses. C'est vraiment les troubles associés. Fait que c'est vraiment... il y a même, j'ai déjà entendu un pédopsychiatre qui avait diagnostiqué l'enfant juste sur la base des troubles associés. Parce qu'il y avait déjà du Tourette dans la famille, puis il a dit non, regarde, c'est une question de temps avant que les tics sortent. Moi, je suis sûre que c'est un SGT. Puis comme de fait, ça finit par faire ça. Je vous dis pas que c'est la norme, là, c'est pas ce qu'on souhaite, mais dans ce cas particulier, fait que tu sais, oui, quand tu dis l'importance des troubles associés, là, puis moi, ça fait presque 10 ans maintenant que je suis psychologue, puis personne m'a jamais consulté pour les tics.
Mais c'est toujours les problèmes associés ou les troubles associés qui viennent être plus difficiles à gérer. Mais, tu sais, mettons, moi aussi, je consulte une psychologue, je trouve ça super important, tu sais, comme ben, en tout cas, de comprendre aussi comment on est et tout. Ben Puis, oui. tu sais, moi aussi, ça n'a pas été pour des tics, mettons, qui étaient autant dérangeants. Tu sais, en ce moment, j'en ai pas tant, je veux dire, oui, ça me dérange quelquefois, mais c'est souvent pour l'anxiété. Tu sais, souvent, c'est ça qui vient plus me rejoindre. Puis, tu sais, chez une autre personne, c'est comme chez les tocs. Puis, fait que je trouve ça intéressant de savoir que les gens viennent pas te consulter juste pour les tics, tu sais. Pas du tout. Ah ouais. Ça pourrait être ça. Il y a des gens, tu sais, qui ont des tics vraiment plus souffrants, puis c'est ça qui ressort. Puis, tu sais, à une période de ta vie, tu peux consulter plus pour l'anxiété, puis à une autre période, plus pour les tics. Ça peut varier, ça aussi. Mais vraiment, de façon générale, tu sais, puis là, je parle de mon expérience personnelle, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ce que la littérature rapporte aussi, que la plupart des gens, les premières demandes de consultation, c'est pour les troubles associés. C'est ça aussi, souvent, qui va être le plus difficile à gérer dans la famille, qui va occasionner plus de souffrance, que les parents vont comme... Tu sais, un tic, c'est dérangeant, entre guillemets, mais c'est rarement souffrant pour un parent, tu sais, à moins que ce soit très marqué ou que l'enfant dise « mon tic me fait mal », là, c'est sûr. C'est sûr. Mais, vocal, exactement, tu sais, mais sinon, c'est ce qui est plus dérangeant, ce qui est plus lourd, c'est vraiment les troubles associés. Ouais, je comprends totalement. On passe à la question 3? Yes! Yes! OK. Qu'en est-il des insultes et des gestes vulgaires? On en parle tellement peu souvent, dans le sens qu'on en parle peut-être trop, mais pas de la bonne manière. Exactement. Ouais. Puis dans un sens, tu sais, je peux comprendre quand quelqu'un ne sait pas ce qu'est le syndrome G de la Tourette, puis que l'une des choses que tu vois, c'est la coprolalie, donc les gens qui vont dire des insultes, des insanités, qui vont proférer du langage vulgaire. Ça marque l'esprit. Fait que je comprends que les gens associent ça à un moment donné, mais c'est vraiment important de faire savoir aux gens que c'est rare. C'est vraiment pas quelque chose qui est là souvent. Puis quelqu'un qui a le SGT peut sacrer sans que ce soit de la coprolalie non plus. Ah! OK? Parce que... Voyons, attends, là, vas-y. Raconte. La coprolalie, il faut que ça soit dans un contexte qui est pas propice à ça. C'est-à-dire que si tu viens de te péter l'orteil sur le coin d'un meuble et que tu lâches un sac, c'est pas le SGT, là, c'est pas de la coprolalie, là. Si t'es fâché, je peux pas dire, mais c'est juste parce que j'ai la tourette que je viens de sacrer. C'est ça. Tandis qu'un élève qui ferait son examen, excusez-moi, qui brise sa montre, un élève qui fait un examen, puis qu'à un moment donné, il va te faire salope, ben c'est hors contexte, là, ça n'a pas... Fait que là, on va parler de coprolalie. Mais il y a aussi la copropraxie, qui sont les gestes. J'ai appris ça, moi, en le lisant. Je ne le savais même pas. Donc oui, il y a ça aussi, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces aspects-là vont varier selon les cultures. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Dans le fond, un élève... Je dis toujours élève, je m'excuse. Des formations professionnelles, je travaille en scolaire en ce moment. Mais là, c'est quelqu'un qui a le syndrome G de la Tourette qui va, je sais pas, être né au Québec dans un contexte un petit peu plus caucasien, tout ça, va utiliser les sacres qu'on connaît au Québec, tu sais. Mais quelqu'un qui serait chilien va utiliser les sacres qu'il a appris dans sa culture. Quelqu'un qui est arabe, la même chose. Dans le fond, même si tu n'es pas actuellement dans une culture dominante. Donc, mettons, la personne d'origine arabe qui a immigré ici ou qui vient d'une famille arabe mais qui est née ici, va quand même utiliser les sacres de sa culture, mais ici. Fait que c'est le besoin de dire des trucs au final que on n'est pas censé dire. Exactement. C'est tout l'aspect de l'interdit. C'est ça. OK, c'est l'interdit. Puis ça varie d'une culture à l'autre, donc les choses vont varier d'une culture à l'autre aussi. Mais un Chilien va pas dire des sacs québécois parce qu'il sait même pas c'est quoi. Exactement. Au final, tu sais, OK. C'est vraiment intéressant quand même. De là aussi, la source là, que tu disais, ça va dépendre de la culture de la personne aussi. Ouais. Puis, fait que tout ça pour dire que c'est rare. Donc, la coprolalie est plus fréquente que la copropraxie un petit peu. Mais ça demeure 2 symptômes assez rares. Et la copropraxie, donc faire les gestes vulgaires, c'est mélangeant pour les professionnels ou les intervenants parce que dans un trouble oppositionnel avec provocation, tu peux avoir ce genre de gestes-là. Donc, tu peux pas prendre seulement ce symptôme-là, seulement ce signe-là, puis dire « Ah, c'est un syndrome G de la Tourette ». Il faut vraiment que tu vois qu'est-ce qu'il y a autour. OK, parce que j'avoue qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de provocation ou comme d'opposition. Mais ça fait partie aussi... je dis toujours d'un des rayons du soleil du SGT. Là. Tu peux avoir seulement le trouble d'opposition sans avoir le SGT, dans le fond. Exactement. OK.
Tu peux avoir les deux ensemble, mais tu peux les avoir séparés aussi. Ouais, fait que c'est ça aussi, tu sais, c'est comme la poule ou l'œuf. À un moment donné, tu te demandes Ouais. qu'est-ce qui origine de quoi. Ouais. C'est toujours un peu compliqué. Fait que c'est pour ça que dans ce qu'on appelle les diagnostics différentiels, donc pour vraiment voir qu'est-ce qui relève de quoi, qu'est-ce qui appartient à quoi, il faut vraiment faire l'étude ou l'analyse du contexte autour, la fréquence, dans quelle situation ça se produit, c'est-tu toujours envers les mêmes personnes, c'est-tu fait qu'il y a différentes choses à regarder pour dire, OK, là, je pense que c'est vraiment un trouble associé, par exemple, ou OK, non, finalement, je pense que ça fait vraiment partie du Tourette. Ouais. Puis pour les gens, tu sais, des fois, ils font comme, OK, mais Annick, c'est cool, je m'en fous, là. Là, ça tombe, il est là, qu'il vienne de ça ou de ça, il est là, tu sais. Juste savoir. Mais sur le plan clinique, ça peut avoir son importance parce que ça peut faire varier les traitements psychologiques puis les traitements médicamenteux aussi. C'est ça. Ben, on va y arriver d'ailleurs ça à vient tout de ça, là. Ben oui, clairement. Mais j'avais une question par rapport... tu sais, souvent, on me dit, oui, la coprolalie, nous, c'est comme souvent caractérisé au Québec, ben un peu partout ailleurs, tu sais, surtout caricaturé, je veux dire, là, pas caractérisé, mais caricaturé. Puis, je me disais, souvent, moi, je dis, ça existe, mais c'est 10% des gens qu'on dit environ, je suis encore à peu près, dans les statistiques, des gens qui ont la tourette, qui ont de la coprolalie. Mais je me demandais, tu sais, souvent, on essaie de démystifier, d'enlever les tabous, que c'est seulement ça. Mais quelqu'un qui a ça, là, parce que ça existe, genre, qu'est-ce qui est bon de dire à la population comme... Oui, ça existe, mais... Parce que moi, je suis tout le temps un peu... ça existe, mais c'est juste 10%. Fait que là, la tourette, c'est pas juste ça. Puis là, on passe à autre chose. Exact. C'est vraiment un bon point que tu apportes. Ouais, on dirait que je deviens un peu comme... Oui, mais il y en a des gens là qui l'ont. Fait que qu'est-ce qui est bon de dire à la population? Genre... Dans le fond, le message qui serait à passer, c'est que... c'est sûr que quand ça arrive, je vais dire de façon imprévisible, avec une personne que tu connais pas, t'es dans la rue, tout ça, c'est difficile d'avoir l'ouverture d'esprit de se dire peut-être que cette personne a le syndrome de la Tourette. Tu sais, souvent on fait comme OK, ouais, que c'est ça. Mais quand c'est un contexte où tu connais un petit peu plus la personne, où tu sais un petit peu plus, dans le fond, la coprolalie, comme pour n'importe quel tic, le mot d'ordre, ça va être de l'ignorer. Ouais. Fait que, tu sais, si, mettons, il y a quelqu'un qui sort une insulte ou quelque chose de façon complètement hors contexte, ben, embarque pas là-dedans. Va pas alimenter ou va pas sur-questionner ou des choses comme ça. Tu sais, dans le fond, je vais vraiment finir par tuer ma montre. On veut pas qu'elle brise! C'est ça, dans le fond, la personne pourrait... si tu sais pas quel est le syndrome, se sentir très très mal de ce symptôme-là. Puis on veut pas la surculpabiliser parce que c'est en portant l'attention sur son tic qu'on risque de le faire augmenter en fréquence. Ouais, c'est comme mettre un spotlight. Exactement. Fait que souvent, de l'ignorer, ça va être comme plus facile, autant pour la personne qui l'a que pour toi qui entends ça, puis tu te dis comme, mais voyons donc. Puis si tu penses qu'il y a un contexte, va valider. Si tu penses que la personne est fâchée contre toi, s'il est arrivé quelque chose, va le valider. Puis si là, elle te confirme que non, c'est un tic, j'ai le syndrome de la Tourette, ben là, tu sais, OK, c'est correct, je connais ça, j'en ai entendu parler. Oui, ça peut être comme juste suffisant aussi pour pas focaliser là-dessus. Ben oui, c'est sûr. OK, donc, au final, tu sais, c'est bon de le dire que ça existe, puis de mentionner que quand ça arrive, de réagir de cette façon-là, ça va aider la population aussi. Exactement. Puis ça va aussi aider les personnes qui ont de la coprolalie. Parce que, tu sais, moi, j'ai de l'écholalie, là, qui est dire des mots, qui sont pas nécessairement vulgaires, là, mais des syllabes. Là, des fois, je peux répéter le nom de mon copain, par exemple. J'ai toujours « Alex! mais tu sais, mettons, je sais comment l'expliquer, mais de la coprolalie, vu que je vis pas ça, on dirait que je savais pas s'il y avait une autre manière, tu sais, de dealer avec ça, tu sais. Fait que c'est une très bonne réponse. Ben merci, puis c'est une bonne question. Je vais comme l'ajouter toujours dans ma tête pour m'assurer de... C'est pas parce que c'est pas fréquent qu'on le met sous le tapis puis qu'on n'en parle pas. Fait que je pense que dans mon verbatim, là, si on veut, quand je parle de ça, je vais faire attention à ça. Fait que merci à toi pour ça. Tu portes ça à mon attention. Je suis contente. Mais c'est parce que vraiment, j'ai rencontré quelqu'un hier qui avait de la coprolalie, puis... Mais avant de le savoir, moi, je disais, oui, mais ça existe, mais pas beaucoup. Puis là, il dit, moi, j'en ai. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai tendance, moi, à le mettre sur le tapis pour tellement enlever les tabous. Mais c'est vrai que ça existe, tu sais. Fait que là, j'étais contente de te rencontrer aujourd'hui pour, principalement cette question-là, tu sais. Donc, très contente. La question 4. OK, comment diagnostiquer le SGT? Je sais qu'on en a parlé un petit peu tantôt, quand même, là. Mais allons-y peut-être plus en profondeur. Dans le fond, pour diagnostiquer le SGT, là, il y a... J'ai envie de dire, c'est pas compliqué,
Puis j'ai envie de dire, il y en a qui se compliquent la vie. OK? OK, c'est bon, ça, c'est bon. Dans le fond, pour diagnostiquer un SGT, il faut pouvoir avoir observé la personne, que ce soit une observation directe, c'est-à-dire toi, tu regardes la personne, tu vois qu'elle a des tics moteurs, sonores, oui. Tu vois un petit peu son fonctionnement et tout, ou par personne interposée. Donc, c'est le parent ou la personne elle-même te raconte un petit peu son vécu, qu'est-ce qu'elle a comme symptômes et tout. Donc, ça peut aussi être fait en vidéo. Tu sais, des fois, à la maison, il y a un enfant qui a des tics, tout ça, puis tu veux comme le filmer. Parce que dans le bureau du médecin, ça se peut qu'il les fasse pas, ces tics. Ouais, moi, j'ai caché. Ben, c'est ça. Ouais. J'étais gênée devant même mon médecin. T'sais. Ben, exactement. Puis c'est pas rare, là. Ouais. Donc, des fois, ça peut être aidant de faire ça. Donc, l'observation, première des choses. Puis ensuite, ça va être de voir, parce que dans tout diagnostic, il y a toujours l'enjeu du est-ce que c'est souffrant? Si la personne a aucun impact, dans le fond, ça dérange pas sa vie quotidienne à l'école, le travail, la relation familiale, les relations amoureuses, les relations amicales, peu importe, bien, on ne posera pas le diagnostic. Ça, on va dire qu'il est sous-clinique, dans le fond. C'est parce que les symptômes, oui, sont là, mais ils sont pas dérangeants. Donc, il faut s'assurer aussi, en posant des questions, que c'est suffisamment dérangeant pour valoir la peine d'avoir le diagnostic. Parce que pourquoi dans la vie on met des diagnostics? Bien, c'est pour outiller les gens, leur donner accès à différents traitements ou peu importe. Oui, donc, exactement. Fait que si on juge qu'ils n'en ont pas besoin, on ne mettra pas de diagnostic, mais sinon, oui. Et toute cette démarche-là, elle peut se faire en ce qu'on appelle une équipe multidisciplinaire. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait choisir, là je mets ça bien beau, comme si dans le système de santé actuel, on peut choisir beaucoup de choses, mais la personne pourrait être vue par une équipe, exemple, psychoéducateur, psychologue, orthophoniste, pédopsychiatre, neurologue, ergothérapeute, tout ce monde-là ensemble, puis faire une évaluation vraiment complète pour voir qu'est-ce qui relève de quoi et tout ça. Ça, souvent, ça va être dans les cas plus complexes où la personne a besoin d'une plus grande prise en charge puis qu'il y a beaucoup de souffrance. Donc, souvent, il va y avoir plus de troubles associés. Puis en même temps, on peut démystifier un peu tout ça par cette évaluation complexe-là. Sinon, un médecin dans son cabinet peut le faire. Un psychologue, qui soit un psychologue scolaire, un psychologue en bureau privé, en clinique, peut le faire aussi. Neuropsychologue, la même chose. Et quand j'ai dit médecin, ça inclut aussi les médecins spécialistes, neurologues, psychiatres, tout ça, peuvent le faire aussi. Donc, on entend souvent « Ah, j'ai besoin d'un neuropsychologue » ou « J'ai besoin d'un neuropsychiatre ». Non, c'est pas nécessaire dans le fond. C'est un spécialiste de la santé. Exactement, qui en a l'habileté. Fait que, exemple, si moi je suis une psychologue qui ne connaît pas du tout le syndrome de la Tourette, ben je vais pas le diagnostiquer. Comme en ce moment, quelqu'un viendrait me voir puis il pense qu'il y a une schizophrénie, je vais pas le diagnostiquer, je connais pas assez ça. Donc ça, nos ordres professionnels surveillent ce genre de trucs-là. Donc, est-ce que vous avez la compétence suffisante pour émettre ce diagnostic-là? Ben, c'est bon. Donc, c'est pour ça que c'est pas nécessaire de se compliquer la vie puis d'aller... Mais il faut vraiment que le professionnel soit habilité à le faire. Fait que des fois, ça, c'est la petite nuance. Ça peut pas être ton meilleur ami qui te diagnostique, là. Non, c'est ça. Même s'il est médecin ou... Ou même s'il y a des gens qui viennent me voir, tu sais, souvent, ça arrive, là. Penses-tu que c'est ça que j'ai? Mais tu sais, je peux pas, là, diagnostiquer ça. Non. Ou, tu sais, je connais, mais tu sais, même encore là... Puis même si t'étais une professionnelle, OK, tu penses-tu que c'est ça en 2-3 questions, 2-3 phrases, ça marche pas comme ça non plus. Fait qu'on dit vraiment que je peux te dire oui, mais je peux te dire non. Ouais, ça va faire savoir plus, là. OK. Fait que, il faut vraiment, c'est ça, avoir une grosse équipe ou un spécialiste, là. Mais qui va pouvoir faire l'éventail, dans le fond, de différents... Une grande observation. Exactement. Puis différents... troubles associés possibles, parce que des fois, tu sais, si ce qui est le plus dérangeant, c'est des symptômes des troubles associés, mais peut-être que le diagnostic sera pas le Tourette, puis ça va peut-être être juste autre chose, parce que les tics, comme on l'a dit, ils peuvent être transitoires, ça veut dire qu'ils sont pas là pour toujours, donc ça peut varier, puis chez les jeunes enfants qui ont un TDAH, ben souvent, il va y avoir des tics aussi, sans que ce soit le Tourette. Ah, parce qu'ils sont hyperactifs. Exactement. Ah, OK. Puis des fois, le tic est transitoire. C'est comme mon fils actuellement, il est jeune, peut-être que ses tics vont être transitoires, ça va être à suivre. Donc, en ce moment, on lui mettrait pas un diagnostic, on va voir. Exactement. Okay. Il le sait pas. Il le sait pas, j'espère. Sinon, t'es comme... Puis là, maintenant, la question 5. La médication est-elle nécessaire? On en a parlé un petit peu, tantôt, on a dit qu'on allait revenir là-dessus, mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que des fois, on dirait que ça devient tabou avec certaines personnes. Mais moi, je veux avoir l'avis
d'un professionnel, tu sais, d'une Ouais. professionnelle. Dans le fond, la médication, est-ce qu'elle est nécessaire? Pour certaines personnes, oui. Puis pour d'autres, non. OK. Donc, la médication n'est pas obligatoire. C'est pas parce qu'on a un syndrome de la Tourette que nécessairement il faut qu'on soit médicamenté. OK. De façon générale, les enfants vont être plus médicamentés que les adultes parce que souvent, ils n'ont pas le développement cognitif nécessaire pour être capable de s'autoréguler, d'être capable de mettre en place des moyens ou des choses comme ça. Ouais. Puis, il y a une certaine maturité aussi qui est nécessaire vraiment au niveau cognitif. Là. Je fais pas référence à la maturité au sens général, là, pour être capable de se rendre compte de qu'est-ce qu'on fait, puis de l'impact que ça peut avoir sur les autres, puis des choses comme ça. Donc, étant donné que ce processus-là est plus difficile à leur âge, il y a des médicaments qui peuvent aider. Souvent, le médicament va être prescrit, ou les médicaments dans certains cas, en fonction du symptôme le plus important. Donc, même si on a un syndrome de la Tourette diagnostiqué, si on a des troubles associés puis que c'est ceux-là qui causent le plus de difficultés, bien, on ne va pas médicamenter pour les tics. On va médicamenter pour autre chose. OK, c'est ça. Puis ça aussi, ça peut varier au fil du temps. Puis de ce que je vois ou de ce que j'entends beaucoup des parents, en tout cas d'enfants qui ont syndrome de la Tourette, c'est que c'est jamais gagné, la médication. C'est-à-dire que pendant un certain temps, celle-là peut être efficace. À un moment donné, il faut la changer. On ne sait pas trop exactement pourquoi. Que ce soit parce que les symptômes ont changé ou des fois... Ce que tu vis, peut-être? Exactement, ce que tu vis. Puis on a remarqué aussi que quand approche la puberté, l'adolescence et tout ça, il y a des fluctuations au niveau des symptômes aussi. Donc, l'efficacité de la médication varie aussi. Donc, on comprend pas bien qu'est-ce que les hormones viendraient faire là-dedans, mais ça a un impact. Puis je me souviens d'avoir entendu une femme aussi qui disait que quand elle était enceinte, ça avait une influence aussi sur ses tics. Ah, mon Dieu, fait que les hormones, ça a vraiment quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui se joue. Le processus n'est pas clair au niveau scientifique, mais tout ça pour dire que ça se peut que ça vienne changer les besoins ou pas en médication. OK. Puis ça change vraiment, dans le fond, à chaque personne, tu sais. Comme tu disais, on dirait que quand on arrive plus vers l'âge adulte, ça change un peu. Puis moi, je me souviens que, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais de la médication qui était totalement différente de ce que je prends aujourd'hui, mais il y a un moment où j'ai arrêté parce que je trouvais que mes tics diminuaient. Fait que, tu sais, au final, c'est comme de vraiment s'écouter, mais surtout de suivre un professionnel, tu sais, qui va pouvoir te conseiller, puis c'est ça. Fait que, tu sais, comme je trouvais ça intéressant de savoir qu'il y en a que, eux, ça leur fait pas, mais il y en a qui, comme non, ça me fait, puis ça va être jamais la même, là. Jamais, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, je prends exactement la même chose que toi. Exactement, puis je vois souvent ça sur, par exemple, des forums de parents. Le médecin a suggéré telle médication à mon enfant. Est-ce que d'autres parmi vous ont des enfants qui prennent ça aussi? Fait qu'il y a beaucoup aussi de curiosité parce qu'on a l'impression que ça change souvent et ça crée de l'insécurité en même temps parce que si certains enfants, je parle surtout d'enfants parce que des fois, la difficulté à prendre une médication chez l'enfant est comme plus présente. Ben, c'est difficile quand il y a des changements fréquents aussi. Fait que des fois, de bien expliquer ça à l'enfant, ça va être vraiment aidant. Puis justement, chez Midi 30, il y a le livre « Laisse-moi t'expliquer le syndrome de la Tourette » qui a été écrit par Dominique Vizina, qui s'adresse vraiment aux enfants. Puis ça parle pas spécifiquement de médication, mais ça parle vraiment de comment ça se passe dans le cerveau et tout ça. Fait que ça peut être des outils aussi pour faire mieux comprendre aux enfants pourquoi des fois il faut changer, pourquoi des fois ça devient plus difficile. Surtout quand on est jeune, on a de la misère à le comprendre un peu. C'est ça, puis c'est plus le choix du parent que le choix de l'enfant. C'est normal aussi à cet âge-là, mais tu sais, c'est ça. Exactement. OK. Hey, mais c'est le fun parce que ça donne beaucoup d'outils quand même. Mais ça me fait penser, tu sais, en me disant que comme justement c'est différent pour chaque personne qui ont la Tourette, ben il y a une phrase que tu as dit dans le livre que maintenant je l'utilise tout le temps. je cite Annick. Mais chose intéressante, tu as dit il y a autant de types de Tourette qu'il y a de personnes qui sont diagnostiquées. Dans le fond, il y a autant de versions du syndrome de la Tourette que de personnes atteintes du syndrome de la Tourette. Tu sais, fait que dans le fond, c'est comme, mettons, moi j'ai le Tourette, ben ça sera pas le même Tourette que toi, puis à un certain moment, je peux te dire, ah oui, ça, j'ai eu ça, mais plus maintenant, ou... Fait que ça varie tellement que, c'est pour ça aussi, même si on en revient à la médication, on peut pas dire, ben les médicaments pour le Tourette, c'est ça. Pour la même raison, ça aussi, ça fluctue, versus le TDAH, où on va plus entendre parler souvent les mêmes molécules, mais pour le Tourette, ça va varier énormément. Fait que oui, c'est important
d'être comme spécialiste de son Tourette ou Ouais. du Tourette de la personne avec qui Oui, t'es. avec qui t'accompagne. Parce que Exactement. c'est ça, parce que c'est aussi surtout un outil pour les personnes qui l'accompagnent aussi, autant que les personnes qui en sont atteintes, mais... Puis c'est pour ça que ça me touche quand tu disais tantôt l'exemple dans une école où l'enfant se fait dire ben non, t'as pas le Tourette parce que la semaine passée tu faisais autre chose. Oui. Oui, mais son Tourette à lui est peut-être pas comme le Tourette, l'image que t'as dans ta tête. Oui, tu sais. exactement. Fait que ça aussi, Ouais. c'est particulier si on veut de ce trouble-là. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de des gens comme toi qui écrivent des livres comme ça pour justement aider les personnes à mieux comprendre, tu sais. Mais là, on en parle de médication, donc ça nous vient à surtout la question de comment justement gérer l'éthique, parce que, tu sais, on pense que la médication, mais là, on a tout expliqué aussi que, tu sais, ça vient gérer autre chose, mais justement, si on veut aller précisément avec l'éthique, comment les gérer, tu sais, c'est une question que je me pose souvent, parce que moi... de la respiration, de la méditation, du yoga, j'en fais tellement, mais... C'est assez limitant à un moment donné. Ouais. Mais ce que tu nommes, c'est vraiment super important parce que pour aider à composer avec l'éthique, on va beaucoup miser sur l'hygiène de vie. C'est-à-dire, tu sais, dormir suffisamment, bien manger, faire de l'exercice, se relaxer, essayer de diminuer les sources de stress. Bon, ce qui est bon pour tout le monde, finalement. Exactement, pas juste, oui. Exactement. Fait qu'une fois qu'on a fait ça puis qu'on a besoin d'un petit plus, il y a différentes choses qu'on peut faire. Okay. La première intervention que je nommais tantôt, ignorer l'éthique. Oui. Donc, c'est vraiment, tu sais, Andréane, arrête de faire ça. Andréane, arrête de... Non, ça, c'est pas une intervention, c'est gosser plus que d'autres choses. Puis même quelqu'un qui, avec des bonnes intentions, qui va dire « Ah, je t'ai vu, t'as fait un tic! » Hey, c'était ça un tic, ça! Oui! Tu sais, bon. On peut se le dire, ça, c'est tannant. Ça, c'est un non-non. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, faut y aller plus dans ignorer le tic. Okay. Quand la personne qui fait les tics est soit gênée physiquement ou gênée émotionnellement par un tic, c'est là qu'on va intervenir. Okay. Donc, ce qu'on va essayer d'enseigner, puis là, ça se fait surtout par des professionnels. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut... On peut essayer, mais c'est pas quelque chose qu'on peut s'improviser, là, si on veut. Faut être encadré quand même. Faut être encadré. Ouais. Dans le fond, c'est qu'on veut essayer d'enseigner une stratégie à la personne. Souvent, on va l'appeler une action compensatoire. Ça veut dire que pendant que je fais ça, je peux pas faire mon tic. OK? Donc, si, mettons... Attends, là, j'essaie de réfléchir à un tic dans ma tête. Mettons que ton tic, c'est... On va essayer d'amener la personne à prendre conscience de « je vais faire mon tic ». Okay? Il y a une espèce de sensation qu'on appelle une sensation prémonitoire. Donc, ça fait un peu ésotérique dit comme ça, là, mais c'est juste que tu le sens que ça s'en vient. Un peu comme quand on va éternuer, on le sent que ça s'en vient. Donc, des picotements, en tout cas pour ma part, c'est ça. Ça chatouille un peu, puis je fais comme... besoin que ça sorte. T'sais. Donc, tu vois, toi, tu es capable d'identifier ça facilement. Donc, on demande la première chose à la personne d'identifier, elle, c'est quoi sa sensation. Quand elle sent ça, là, étant donné que c'est un tic plus avec la respiration, l'action compensatoire, ça serait de prendre des grandes respirations. Parce que pendant que tu fais ça, tu peux pas faire... C'est vrai. C'est comme dur. Comme essayer. Je genre, OK. La stratégie compensatoire va varier d'un tic à l'autre et d'une personne à l'autre. Fait que, tu sais, je pourrais te nommer 5000 exemples pour essayer. Oui. Puis, il faut trouver celle qui va être la plus efficace. Parce que le but... En remplaçant ce tic-là, on va remarquer que la personne, de prendre les grandes respirations, elle va se rendre compte qu'elle est capable de tolérer la sensation qu'elle ressentait juste avant de faire son tic, puis qu'elle s'en va d'elle-même, même si elle n'a pas fait le tic. OK. Donc, c'est comme de cette façon-là qu'elle va être capable de diminuer son tic. Mais ça, ce que ça implique, c'est qu'on doit travailler un tic à la fois. Oui. OK? Fait que ça peut être un travail de longue haleine, puis pour certaines personnes, avoir l'air vraiment décourageant. Ouais. C'est pour ça qu'on va cibler les tics les plus dérangeants. OK, c'est ça. Fait que pour se pratiquer, on peut commencer avec un tic qui est pas si dérangeant que ça, juste pour pratiquer la technique si on veut. Après, on va en faire un avec un tic qui est plus dérangeant. Puis si la personne a 20 tics, c'est rare là, qu'elle va vouloir travailler les 20 tics. C'est rare que ça soit nécessaire aussi, tu sais. C'est vrai, il y en a qui va falloir cibler. Fait que souvent, ça va aider. Une des choses qui peut aider aussi, c'est l'entraînement à une décharge motrice. Donc, il y en a qui, en termes de conception, écoute, moi, j'ai comme des crises de tics. Tu sais, il faut que ça sorte, là, puis tout en même temps, puis c'est pas nécessairement continu dans ma journée. OK. Bon, mais ça arrive quand, à peu près? Bon, ça va arriver peut-être, tu sais, autour de l'heure du dîner, là, j'ai comme ma matinée dans le corps, on dirait, puis là, j'ai comme une crise de tics. OK, mais tu veux-tu, mettons, vers 11h, 11h30, on va faire un 20 minutes de sprint à vélo.
Tu sais, un vélo wow, stationnaire, ok, oui, comme oui. une décharge motrice. Puis après ça, dis-moi comment tu te sens. Parce que la personne qui a ce genre de crise de tic-là, pour elle, ça va être difficile d'être capable d'identifier une sensation prémonitoire pour chacun de ces tics. Ça va peut-être être un état généralisé. Ok. Donc ça peut aider d'avoir une stratégie généralisée aussi Mais pour oui. essayer de faire sortir la pression autrement, puis voir ce que ça fait. Est-ce que ça va diminuer l'intensité de la crise de tic? Est-ce que ça va la reporter dans le temps? Fait que c'est tout comme à observer. Ouais. D'où l'importance de l'accompagnement. Puis tu sais, si je dis ça à quelqu'un puis qu'il me dit, ben oui, mais c'est parce que moi j'enseigne au cégep, fait qu'à 11h, je suis en plein cours, je peux pas aller faire. C'est mon T'sais, petit fait qu'il sprint à c'est vélo ça. pendant qu'il enseigne au pire. C'est ça. Fait que là, la prochaine session qu'on va voir, c'est... Je l'imagine. Hey, mais ça, je serais crampée. là. J'aimerais ça avoir un prof de même, Oui, ça moi doit aussi. regarder. Mais il y en a, hein, des classes, là, que les jeunes, ils ont des vélos stationnaires. Tout à fait. là, en tout cas. Ouais, c'est ça, différentes méthodes comme ça qu'on peut faire. Ok. Puis il y a beaucoup de programmes qui existent. Entre autres, dans la région de Montréal, il y a le Centre d'études sur les TOC et les TIC. Oui, oui. Donc, c'est ça. eux ont vraiment des programmes spécialisés pour, oui, composer avec les TIC, mais aussi sur ce qu'on appelle les épisodes explosifs, qui sont dans une autre question, fait que je vais m'arrêter. Ah non, là. c'est bien correct. En plus, j'ai failli comme en disant, mais là, ça, est-ce que ça pourrait être justement un épisode explosif? Parce que tu me décris que la personne... Tu sais, je pense qu'on peut embarquer direct dedans. Je pense que c'est la prochaine ou comme celle d'après, là, mais si on embarque dans les épisodes explosifs, justement, la personne que, comme je reprends l'exemple, qui dit qu'à telle heure, elle a une grosse crise de tic, ça, c'en est-tu un? Parce que moi, j'avais de la misère à comprendre un peu avant de le lire, parce que maintenant que je l'ai lu, je comprends tout. Mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, et que j'invite d'ailleurs à le lire, qu'est-ce que c'est exactement? Tu sais, justement, c'est ça, l'espèce de sensation de vouloir sortir plein de tics pendant 20 minutes, je sais pas. Ben, la sensation interne peut se ressembler, mais l'épisode explosif, c'est pas une explosion de tic. Ouais, c'est ça qu'on a de la misère. C'est plus une grosse crise de colère, vraiment Ok. énorme et complètement démesurée par rapport au déclencheur. OK. Fait que c'est comme l'élève, encore une fois, va péter sa coche solide parce qu'il y a une mouche qui s'est posée sur son bureau. OK. Complètement disproportionné. Pour cette personne-là, la mouche, c'est un déclencheur suffisant. Fait qu'il faut pas minimiser l'importance. Ouais. Mais entre toi et moi, On va se c'est dire pas que- vraiment une raison de péter sa C'est coche. ça. On peut pas dire à l'enfant, maintenant, là, c'est une mouche, là. Non, carrément. c'est ça, exactement. Tu risques d'en recevoir. Tu risques pas mal d'en recevoir une bonne crise explosive encore plus intense, j'imagine. Exactement, ça va C'est l'alimenter sûr. probablement. Mais c'est ça. Donc, l'épisode explosif, on appelait ça avant les crises de rage. Rage outburst en anglais. Tu sais, c'était vraiment crise de rage. Là, on l'a changé en épisode explosif et la façon de le concevoir, c'est comme un tic émotionnel. OK. OK? Fait que c'est comme si... Que l'émotion principale, c'est la colère, au final. ça peut être la colère, l'injustice, la frustration. Tu sais, il peut y avoir plein de choses, mais oui, on est dans le Ouais. registre de la colère. C'est vraiment explosif, dans le sens où souvent, on le verra pas venir ou on verra pas venir l'intensité, le côté démesuré de la réaction. Il a pas préparé personne, là. Non, c'est ça, il a pas dit « ça s'en vient ». Là, c'est ça. Attention, je ressens, là. OK. Fait que, dans le fond, dans ce sens-là, ça ressemble à la crise de tic dont je parlais. Dans la crise de tic, il y a comme une sensation généralisée. Ça peut être la même chose aussi avec l'épisode explosif. OK. Il y a des enfants, élèves, je me suis retenue, C'est vrai que t'as été bonne quand même. mais c'est vrai que les épisodes explosifs sont quand même plus fréquents chez les jeunes. Ben oui, ben, c'est sûr. Ben, je veux dire, moi, je sais que j'en avais beaucoup quand j'étais jeune, mais qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup calmé, là. Je veux dire... Puis pourquoi ça s'est calmé, tu penses? Mais c'est-tu comme la prise de conscience un peu plus? Comme l'espèce de compréhension? Moi, je prends plus mon temps de ressentir mes émotions. OK. Puis en prenant conscience de OK, là, je suis fâchée, je ressens beaucoup d'injustice. Puis là, je me pose la question avant de péter une coche. là. T'as comme un délai de plus que t'avais peut-être pas quand t'étais Quand jeune. j'étais pour jeune, comme... j'étais comme, on a brisé mon Lego, là. Hey, je veux dire, il n'y avait pas de... Pourquoi, là, ça me fait de la peine ou ça me rend en colère? Tu sais, je prenais pas Non, le temps, c'est ça. tu sais. Pour moi, là, si je le caricature, l'épisode explosif, c'est une crise de Terrible 2, mais t'as plus 2 ans. Ah, c'est bon. Tu sais, c'est un peu comme intense comme ça, inexplicable. OK. Des fois, le jeune va ressentir énormément de culpabilité après, de « Oh mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fait ça ». Ouais. Puis d'autres fois, on va appeler
une genre de période d'amnésie. Il se souvient pas trop ce qui s'est passé. Un peu comme un enfant de 2 ans qui fait comme « OK, maintenant c'est fini, la vie est belle. » Puis là, l'adulte fait « Non, attends un peu, là, il y a quand même quelque chose à reprendre en lien avec ça. » Fait que, tu sais, c'est un petit peu comme ça que je le caricaturerais, si on veut. Puis oui, dans des cas comme ça, la stratégie de décharge motrice peut aussi être efficace. Fait que le lien que tu faisais avec l'état général, mais aussi avec la stratégie, peut être efficace. Puis on va beaucoup travailler de la même façon, essayer de trouver la sensation prémonitoire, essayer d'avoir une stratégie compensatoire, donc un petit peu tout ça. Et bien sûr, tout ce qui est parallèle à ça, c'est-à-dire les stratégies de résolution de problèmes, la gestion des émotions, des fois même commencer avant, c'est-à-dire l'identification des émotions. Donc tout ça... C'était pas bête ce que je disais dans le fond. Là, pas du tout. Tu vois, il y a des choses que tu sais intuitivement qui sont collées finalement avec ce qu'on sait maintenant par les études. Mais de le comprendre, je trouve ça tellement, tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de tout comprendre, tu sais, puis parce qu'on dirait que ça me permet de mieux gérer mon syndrome, mais en même temps, tu sais, je me suis rendu compte qu'on peut pas non plus... tu sais, plus qu'il y a de questions sur le syndrome de la Tourette, plus il y a des recherches, plus il y a de recherches, plus il y a des questions qui se rajoutent, tu sais. Donc, en tout cas, c'est comme une perpétuelle recherche sur le syndrome de la Tourette. Ben, c'est pour ça, moi, je trouve ça passionnant parce que justement, t'as l'impression, tu sais, tu peux pas t'asseoir dessus puis dire c'est bon, j'ai fait le tour. Non, il y a toujours de la nouveauté à aller chercher puis c'est ça qui est stimulant. Ben, mais ça, ouais. Fait que je sais pas si on est déjà allé dans le... C'était la prochaine question, finalement, là, je vais vérifier. C'était les troubles associés, finalement, la prochaine. Elle connaît tellement son livre, hein. Non, je l'ai lu, je viens de le lire. Dans le fond, tu sais, ce que je pourrais dire sur les troubles associés, comme on l'avait dit au début, c'est plus fréquent d'avoir des troubles associés que pas dans le syndrome G de la Tourette. Et souvent, ça vient en package deal. Fait que souvent, t'en as pas juste un trouble associé, t'en as plusieurs. Dans la plupart des cas, ben, on parle de TDAH, qui est comme un des majeurs, le trouble obsessionnel compulsif et l'anxiété. C'est souvent les 3 qu'on va voir le plus souvent chez les gens. Puis, tu sais, anxiété, ça englobe plein de trucs. Là. Il y a anxiété de séparation, il y a l'anxiété généralisée, il y a anxiété, ça, plusieurs choses. Mais si on prend l'anxiété au sens large, là, ça fait beaucoup partie de ce qui est à travailler. L'anxiété, j'imagine qu'il doit y avoir un livre là-dessus. Oui! On peut tellement en jaser longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait partie de notre génération encore plus aujourd'hui. Tu me corrigeras si ça n'a pas rapport, mais comme quand je suis plus anxieuse, tu sais, j'ai beaucoup de tics. Mais en même temps, j'ai remarqué que quand j'étais aussi excitée, tu sais, comme contente de faire une activité, j'ai aussi beaucoup de tics, tu sais. Tout à fait. Fait que dans le positif, l'émotion positive et l'émotion plus négative ou plus désagréable, ça peut faire des montées de tics, tout à fait. Oui. Exactement. Tellement intéressant, mon Dieu. Hey. Informez-vous sur la Tourette. Ah, mais c'est bon, ça. Comment adapter l'environnement scolaire? Je sais qu'on a un peu effleuré aussi, là, mais surtout, principalement, j'imagine qu'il faut que les enseignants soient au courant. Exact. Dans le fond, il y a beaucoup d'éducation à faire auprès du milieu scolaire parce que il faut savoir que quand on met des adaptations en place pour le syndrome G de la Tourette, on n'est pas en train de répondre à des caprices. OK, tu sais, contrôle-toi, t'es capable de faire mieux, réfléchis, occupe-toi de toi, tu sais, à un moment donné, ça a ses limites, là. Quand on parle d'un syndrome G de la Tourette, on est au-delà de. Fait qu'on n'est pas dans la manipulation, on n'est pas dans le jeune qui fait juste rechercher de l'attention de cette façon-là. On a vraiment besoin d'adapter parce que si on applique le même moule, ben ça fonctionnera pas. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que comme je te disais, tu sais, je travaille dans le milieu scolaire. J'ai commencé en milieu régulier, puis maintenant, je travaille en milieu spécialisé. Puis quand je suis arrivée dans mon école, en fait, quand j'ai rencontré les directions pour la première fois, ils m'ont dit, écoute, Annick, les élèves qui ont le syndrome de la Tourette, on a l'impression que c'est ceux qu'on laisse tomber. Ah oui? On n'arrive pas à bien les aider à évoluer. Oui, en prennent conscience quand même. Ben quand même, puis comme c'est un milieu spécialisé, il y a comme une surreprésentation d'élèves Tourette, dans le sens que au régulier, il n'y en a pas autant que chez nous, par exemple. Puis, ce qu'on réalise, dans le fond, c'est que parmi les adaptations les plus payantes, ça va beaucoup être structuré. Donc, l'élève, le jeune, tu sais, je parle primaire et secondaire aussi, là, puis cégep, j'ai pas assez d'expérience pour aller jusque-là, mais je pourrais m'imaginer que ça se transpose aussi. Il y a besoin de savoir c'est quoi le plan de match de la journée. OK? Qu'est-ce que je vais faire quand ou avec qui?
Tu sais, fait que des fois, tu rentres dans une classe de primaire, puis t'as comme un menu du jour. Tu sais, à telle période, il y a telle affaire, telle période, il y a telle affaire. Ouais. Puis la même chose au secondaire. T'as ton agenda, t'as ton horaire, tu sais où tu dois aller dans ta journée, c'est super important. Ouais. Puis de savoir aussi les attentes. Ouais. Quand tu es au primaire, tu as un prof, c'est souvent un petit peu plus simple, mais tu as quand même des spécialistes. Donc, tu dois savoir un petit peu comment ça va fonctionner d'un côté ou de l'autre. Et on remarque que c'est beaucoup là que les élèves qui ont le syndrome de la Tourette sont fragiles, c'est dans les transitions. Ah, fait que le changement, exactement. Autant le changement d'intervenant, c'est-à-dire que si tu as ton prof versus le spécialiste en anglais, que, mettons, j'ai la récré, puis là, je dois rentrer puis revenir dans ma classe. Donc, tous ces aspects-là de changement sont difficiles, donc il faut les structurer plus. Puis des fois, les profs ont tendance à dire, ben là, il est rendu en 6e année. Là, un moment donné, je peux plus le prendre par la main. Ouais, je l'ai tellement entendu souvent, celle-là. À côté de ça que je comprends, tu veux rendre ton élève autonome, il s'en va bientôt au secondaire, bon, t'attends. Mais dans ce contexte-là, c'est complètement irréaliste de s'attendre de cet élève-là qui gère tout seul dans ces moments-là. Fait qu'il y a besoin, tu sais, c'est des élèves, par exemple, qui jusqu'en 6e année, peut-être même au secondaire, ils ont besoin de savoir, OK, là, la pause est de telle heure à telle heure, voici les choix de choses que je peux faire, qu'est-ce que je choisis de faire. Tu sais, voici où je peux être. Tu peux être dehors, tu peux être dans la salle, whatever, en train de faire du baby-foot. Tu peux être dans ta classe en train de, je sais pas, jouer sur ton cellulaire. Tu sais, il y a besoin de savoir, OK, c'est quoi mes choix, puis c'est quoi que je prends, finalement. Parce que, des fois, ça va être aussi, quand ils sont plus jeunes, ben c'est la récréation avec qui tu veux jouer. Fait que sans nécessairement lui donner les choix d'amis, que lui dise, OK, OK, je peux jouer avec lui, parce que sinon, ça se peut qu'ils savent juste pas quoi faire. Ouais. C'est pas parce que l'élève est moins intelligent ou quoi que ce soit, c'est juste que là, il y a trop de choses à absorber en même temps. Exactement. Ouais, moi, j'ai toujours pensé que c'est parce que j'étais balance que j'avais de la misère à faire des choix. Il y a peut-être de ça aussi. Mais j'ai lu aussi, est-ce que ça a un lien? Parce que là, on dit c'est intéressant puis important d'avoir une structure pour l'élève, tu sais, comme, je dis aussi l'élève. C'est contagieux. C'est contagieux. Mais tu sais, pour l'enfant ou l'adolescent, puis moi, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai besoin de me faire avant chaque journée comme une structure de ma journée. Sinon, on dirait que je deviens perdue, je deviens angoissée. Puis comme d'avoir un but, tu sais, ça vient beaucoup me parler ce que tu me dis. Mais j'ai lu, je sais plus c'est dans quel chapitre, que des fois, faut pas trop non plus, ça se peut-tu, dire, OK, on va faire telle affaire, ou faut le dire à la dernière minute. Sinon, il peut avoir un peu plus d'anxiété ou comme avoir d'appréhender ce qui arrive. Dans le fond, il faut pouvoir doser. C'est-à-dire que si t'annonces, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, là, en rentrant ce matin, c'est maths, deuxième période, c'est anglais, puis après ça, c'est ta récré. Ouais. Ben, ça va, ça. C'est globalement comme ça. Ouais. Mais si, mettons, t'annonces, OK, c'est maths, après ça, c'est l'anglais, puis après ça, c'est l'activité spéciale avec Annick, puis qu'Annick est absente aujourd'hui. OK. Il y a des élèves que ça va faire réagir. Parce que eux, ils s'attendent à ce que ça soit Annick qui soit là, puis là, elle est pas là. Donc, tu sais, personne vire de ça parce que Annick est absente. C'est juste que dans la structure, pour eux, on a annoncé quelque chose qui finalement ne se produit pas. Ouais, je comprends. Fait que parallèlement à la structure, il faut aussi travailler un petit peu la tolérance à l'imprévu. OK, c'est ça. Comment faire face à ça. Puis, il y a des élèves qui vivent des choses qui sont anxiogènes. Là, je vais donner un exemple qui est bon pour les gens qui ont le syndrome de la Tourette que n'importe qui. Okay. Mettons que, je sais pas, tu as 15 ans, puis l'année prochaine, tu changes d'école. Ouais. OK? Bien, l'élève, ça, c'est stressant. Mais si je lui dis, écoute, je vais aller visiter ton école avec toi. Moi, je te connais bien, on a travaillé ensemble cette année, je vais y aller avec toi visiter ton autre école, puis je pourrais peut-être t'aider à poser des questions si tu sais pas trop. OK, ça peut être cool, fait que tu fais ça avec ton élève. Mais si sur place, tu dis, hey, voici Madame Nathalie, ça va être ton intervenante l'année prochaine. Ah, c'est Andréane, ça va être ta prof l'année prochaine. Puis là, il arrive en septembre, puis ben Andréane est tombée enceinte, fait que elle est pas là cette année. Bien, ça, des fois, tu peux avoir un élève qui va boquer pendant des mois parce que c'est pas Andréane, sa prof. Parce que dans sa tête, fait que des fois, il faut doser ce qu'on annonce et ce qu'on n'annonce pas. OK, parce que sinon, ça peut faire justement des genres des attentes. C'est ça. Puis dans le fond, de visiter son école, c'était peut-être suffisant pour lui. Ouais. Puis là, nous, on ajoute, ça va être elle. Mais là, s'il faut se dédire, après, c'est toujours plus compliqué. Puis des fois aussi, en termes de délai. Tu sais, si, mettons, je prends encore l'exemple du changement d'école, ben tu veux-tu qu'on aille la voir maintenant à ton école ou t'aimerais ça qu'on y aille au mois d'août, juste avant que l'école commence?
Ça, c'est une bonne idée. Ben ça? oui. Oui, Fait qu'on peut voir avec l'élève. Si lui, comme, hey, non, moi, ça va me gosser tout l'été si je vais pas, parfait, on y va. Okay. Puis l'autre qui dit, ben, regarde, je traverserai le pont quand je serai rendue à Rivière. Ça m'étonnerait que l'élève dise ça, mais c'est ça, j'allais dire. On comprend. Ah oui! Qui va dire ça? C'est comme déjà que le stress doit être un peu plus intense, j'ai certain. Là. On est déjà rendu à la dernière question. Tu sais, on a parlé du milieu scolaire. Ouais. Là, quel est le rôle de la famille là-dedans? Écoute, moi, là, c'est surtout par la famille que j'ai fait mon premier contact avec le syndrome de la Tourette. Puis, j'ai trouvé donc courageux. Ah ouais. OK? Puis, je te dis pas ça pour dire c'est donc épouvantable, les gens qui ont le syndrome. C'est pas ça du tout, mais à quel point il faut que, tu sais, le parent vit des choses pas faciles avec son jeune. Mm-hmm. Il faut qu'il devienne un peu le défendeur de son jeune auprès des différents services parce que, tu sais, le syndrome de la Tourette, c'est médical, mais pas tant. C'est santé mentale, mais pas tant. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de niche précise où tu dis, je vais cogner à cette porte-là puis je vais avoir tous les services que j'ai besoin. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que le parent se débatte, qu'il ait expliqué, qu'il ait nommé, qu'il ait à différentes portes. Puis, tu sais, la garderie, les camps de jour, l'école, on change de prof, un spécialiste, une immersion en anglais la moitié de l'année. On change, tu sais. En première ligne de front, là. Exactement, toujours. Puis c'est exigeant pour un parent. Fait que moi, je leur lève mon chapeau. Vraiment. Puis en même temps, comme je viens du milieu scolaire, je te dirais qu'on a des fois ce biais-là de dire « Ouais, mais c'est le parent. » C'est pas si important que ça. C'est son enfant, c'est sûr, il va le défendre. C'est son... Mais non, le parent, il a vraiment une expertise. Il faut vraiment y donner sa place. Parce qu'il connaît son enfant. Là. Exactement. Tu sais, moi, je dis toujours ça aux parents que je rencontre. Moi, je suis la spécialiste du développement de l'enfant, puis vous êtes le spécialiste de votre enfant. Il faut qu'on travaille ensemble pour être capable de trouver les bons moyens pour votre enfant. C'est une bonne réponse. Tu sais, fait que moi, c'est vraiment pas mon genre de me positionner en experte, puis c'est moi qui ai la connaissance, puis toi, non, tu sais, on a besoin de travailler ensemble. Fait que moi, c'est le premier message que je voulais lancer aux familles et aux parents, puis si je peux sensibiliser des gens, des autres équipes à avoir cette vision-là, je sais qu'il y en a qui l'ont, mais je trouve qu'on l'a pas assez. Tu sais, des fois, on voit ça comme étant menaçant, ou on prête des fois des intentions qui sont peut-être pas là. Mais il faut penser à tout le parcours de combattants, des fois, par lesquels les familles sont passées. Là, c'est vraiment quelque chose. Certainement. Puis, tu sais, j'ai parlé avec une maman récemment que, justement, elle dit, tu sais, je le connais, moi, mon enfant, j'ai tout essayé, tu sais, à l'école et tout. Puis, aujourd'hui, elle a fait l'école à la maison pour son gars. Puis, c'est comme la meilleure décision pour lui parce ils ont vraiment cherché et tout. Mais comme tu dis, souvent, il faut que les deux travaillent ensemble pour trouver la bonne solution. Tu sais, la solution ne sera pas la même pour... toutes les personnes, tous les élèves qui ont la Tourette ou quoi que ce soit. Fait que je trouve ça intéressant de savoir que oui, tu sais, le parent, il est là pour... il connaît bien son enfant et tout, puis le spécialiste ou la spécialiste par rapport au syndrome de la Tourette est là pour conseiller en même temps puis donner son opinion. Fait qu'ensemble, ça trouve quand même une bonne solution, là, j'imagine. Exactement. Puis tu sais, dans le fond... Comment le syndrome est vécu dans la famille, c'est quoi, tu sais, les verbalisations que les parents font, tout ça aussi peut avoir un impact sur la façon dont le jeune va vivre avec son syndrome ou comment il va se percevoir, tu sais. Il y en a qui vont se servir beaucoup du syndrome pour déculpabiliser l'enfant, fait que tu sais, des fois, ça peut amener une déresponsabilisation. C'est pas de ma faute, c'est mon syndrome. Ouais, c'est ça. Je vais pas faire la vaisselle. C'est ça, exactement. J'ai aimé ça, cet exemple-là dans ton livre, j'étais comme... Ah, je faisais peut-être ça quand j'étais jeune. Non, mais je peux pas faire la vaisselle, j'ai trop de tics. Voilà. C'est toujours un peu complexe. Il n'y a jamais de tout blanc, tout noir. Il y a beaucoup de zones grises, mais je pense qu'il faut prendre soin des familles parce que vivre avec un enfant qui présente des défis, quels que soient les défis, ça amène des questionnements dans la famille, on essaye on s'analyse, on s'ajuste, on essaie, des fois ça marche plus avec un parent qu'avec l'autre, fait que ça peut faire des tensions dans le couple aussi, il y a comme tout ça à prendre en compte, puis tu sais, je me souviens, j'avais un ami qui me disait, tu sais, je pense que la moyenne des divorces chez les familles où il y a un enfant qui a syndrome de la Tourette est comme vraiment, vraiment élevée parce que il y a beaucoup de symptômes du syndrome qui vont être souvent orientés sur un parent plus qu'un autre, qui va venir remettre en question le style d'éducation, le style parental et tout ça. Fait que ça peut créer beaucoup, beaucoup de frustration, d'accro, de flamèche. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est pas évident pour les couples, des couples qui vont décider de rester ensemble, mais de faire maison à part pour que de temps en temps, il y ait un petit répit, tu sais, dépendant des fois, ça peut être très intense dans la famille. Puis, tu sais, des fois, chez ces gens-là,
à l'école, c'est top notch. Ok. Tu sais, l'enfant va super Ouais. bien à l'école, c'est plus, les symptômes sont plus présents à la maison, ou des fois, il va se retenir tellement pendant la journée qu'il laisse tout sortir à la maison, fait que des fois... C'est comme plus dur pour les parents rendus. Exactement, Ouais. fait que... Puis là, ben, on est, en ce moment, tu sais, je sais qu'on peut regarder le podcast n'importe quand, mais on Oui. est en juin, l'été s'en vient, Oui. fait que des fois, c'est des périodes qui sont plus difficiles pour les familles parce qu'il n'y a plus le répit qu'offre l'école aussi C'est à un vrai. moment donné, fait que ça peut augmenter. Puis d'autres qui vont le vivre comme des vacances parce que justement, comme il n'y a plus les exigences de l'école, de l'apprentissage, les symptômes sont plus légers l'été. Ouais, mais moi aussi, c'était ça, je pense, quand j'étais jeune. Ouais. L'été, j'avais moins de tics que durant l'année scolaire. Tu sais, les examens me stressaient, puis comme je retenais mes tics durant le jour, puis le soir, ils sortaient chez mes parents. Mais j'ai envie de lever mon chapeau puis de faire une ode de remerciement à mes parents parce que, tu sais, je trouve que, tu sais, ils ont toujours été là pour moi. Puis je pense que souvent, quand quelqu'un me parle qui ont le syndrome de la Tourette, tu sais, la première chose que je leur dis, c'est comme, tu sais, t'es-tu bien entourée, tu sais? Parce que c'est vraiment important, moi, juste les encouragements, le fait qu'ils sont là pour toi, en tout cas, je trouve ça super important. Puis, tu sais, ma mère, elle avait pris le temps de dire à mes frères et sœurs, comme, quand Andréane a fait des tics, faut vous les ignorer, parce que sinon, ça va juste empirer. Puis, fait que, tu sais, l'importance aussi de mes frères puis de ma sœur qui ont été là de bien m'entourer avec ça, puis l'expliquer à leurs amis aussi. Puis... Ben, tu sais, dans le fond, tes parents, ils ont été des bons, j'allais dire des avocats, mais dans le sens anglophone du terme, là, dans le fond, ils ont été des bons représentants, des bons défenseurs pour toi parce qu'ils ont mis la table en expliquant à ta fratrie qu'est-ce que tu avais. Tu sais, il y en a qui vont garder ça sous silence, faut pas le dire, faut pas... c'est vrai. Tu sais, toi, ça a fait en sorte que tes frères et sœurs ont pu comprendre ce que tu vis aussi, ils savent un peu plus comment agir, puis là, ils l'ont dit à leurs amis, fait que quand ils venaient, j'imagine que c'était la même chose pour eux. Mais oui, puis tu sais, ils m'ont tellement toujours dit, tu sais, ça fait partie de toi, t'es pas plus anormal que n'importe qui, tu sais, c'est une caractéristique unique qui est à toi, puis, fait que tu sais, ça m'a permis aujourd'hui, justement, de vouloir en parler, puis de m'y intéresser, puis aujourd'hui, en plus, d'être porte-parole de l'association, tu sais, fait que, comme, c'est plus gênant pour moi, puis... fait que je pense que, comme tu dis, l'importance de la famille est vraiment, vraiment importante. Je vais juste me répéter. Mais là, on a fait le tour des discussions. J'avais une question qui est personnelle, là, parce que souvent, j'en parle avec d'autres personnes qui ont la Tourette, puis je me dis, je sais pas si c'est dans la catégorie des TOC, mais... Mettons, des fois, je veux prendre le temps de faire un tic, de ressentir l'arrivée d'un tic. Comme on disait tantôt, comme moi, c'est un peu des frissons. Puis là, je me dis, OK, là, je prends le temps de ressentir un peu ça. Puis des fois, tu sais, il passe parce que je prends le temps. Puis... Mais des fois, on dirait, je me dis, ah non, mais si je fais pas mon tic, il va se passer telle affaire. Comme si mon tic pouvait empêcher un malheur d'arriver, tu sais. Ça, c'est un toc? C'est... un style de tic? Ça, c'est une question que... C'est vraiment intéressant. Dans le fond, là, ça peut être un tic comme ça peut être un toc. Je t'explique. Ouais. Dans le fond, le côté superstitieux de je fais une action pour pas qu'il arrive une catastrophe, c'est très, très associé au toc de façon générale. OK. Par contre, les thématiques du toc sont très définies. Mm-hmm. Tu sais, tu peux pas, mettons, là, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple un peu loufoque? J'en ai pas qui me vient en tête, mais tu sais, on pourrait pas décider du jour au lendemain de, je sais pas, d'avoir juste des plantes jaunes dans la maison puis de dire que c'est un toc. Ça fait pas partie des thématiques habituelles du toc, OK? Fait que c'est quand même très arrêté. Mm-hmm. Si, mettons, tu me dis que t'as d'autres symptômes toc, là, je vais dire, OK, peut-être que c'est un mix and match de Tourette et de toc, puis les deux se présentent comme ça. Si tu me dis, moi, j'ai rien du toc, OK, j'ai pas de compulsion, j'ai pas d'obsession, ben là, je vais plus penser que c'est un tic. OK, je comprends. Puis l'aspect, pour pas qu'il arrive quelque chose ou pour éviter un malheur ou quelque chose comme ça, c'est très associé habituellement à l'anxiété. Oui. L'anxiété généralisée en particulier. Okay. Donc, souvent, ça va être dans ça. Fait que c'est peut-être un tic qui s'est associé à ton anxiété, mettons, sans nécessairement que ce soit un toc. OK. Puis dans ce cas-là, c'est intéressant quand même de... Comme la technique que tu disais tout à l'heure, de comme trouver une action compensatoire, c'est ça, serait quand même bonne, tu sais, mais c'est tellement dur de... Comme tu dis, il faut être encadré, tu sais, pour trouver ça, tu sais, il faut suivre, j'imagine, une thérapie et tout, fait que... Mais tu vois, puis si tu le prends dans l'angle de l'anxiété, au lieu de la prendre dans l'angle du tic, ben tolère le fait de ne pas faire ton tic et regarde ce qui arrive.
Tu viens confronter ta pensée anxiogène de « il va arriver quelque chose ». C'est dur. Mais c'est ça. Tu fais pas ça notre frais de sec toute seule, là. Ouais, non, je comprends. Mais déjà là, c'est vraiment intéressant parce que justement, c'est comme confronter nos peurs aussi, tu sais, à place de toujours éviter. À un moment donné, on confronte pas non plus la problématique. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Mais ça m'aide beaucoup de savoir ça. Je pense que, on dirait juste de savoir que ça peut se placer dans différentes catégories. Puis moi, j'ai l'impression que là, pour ma part, c'est comme plus dans l'anxiété. C'est plus facile après ça d'aller gérer ça. Ouais. Des fois, de mieux se comprendre, ça aide dans le fond à mettre en place les bons moyens. Ouais. Puis en même temps, la réponse que je te donne n'est pas toute blanche ou toute noire. Non, ça peut être variable. Puis c'est toi qui connais ton histoire aussi, fait que tu accroches à ce qui fait le plus de sens. Ben oui, clairement. Fait que souvent, c'est comme ça. Quand on a des questions un petit peu plus personnelles où tu connais pas nécessairement l'historique de la personne ou quoi que ce soit, il faut que tu présentes les différents scénarios possibles. Ben oui, clairement. Mais c'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on fasse le podcast. J'espère que ça va aider beaucoup de gens à la maison, tu sais, qui nous écoutent et qui nous regardent parce que ça peut tellement venir chercher chaque personne. Comme tu dis, il y a comme une palette un éventail de tourettes, puis chaque personne peut aller s'identifier à quelque chose en particulier. Fait que vraiment, je suis très contente de t'avoir invité puis que tu sois venue aujourd'hui au podcast. J'espère que ça a aidé beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves. D'élèves, ben oui! Beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes aussi, et d'adultes. Puis je me demandais si tu avais un dernier mot à dire avant de conclure ce podcast, peut-être à des familles ou... Ben, écoute, je vais mettre un petit mot personnel dans le sens où, tu sais, moi, je disais au début que c'est vraiment un coup de cœur d'avoir accroché sur le Tourette. Puis la plupart de mes collègues aux études, dans le fond, eux, accrochaient plus sur le TOC, qui était l'autre intérêt principal du chercheur pour lequel on travaillait. Puis moi, ça m'allumait moins. C'était vraiment, vraiment le Tourette. Puis je te dirais, là, à mesure que les années passent, que les rencontres se font, ça me confirme à quel point c'est irrationnel, mais il y a quelque chose qui me touche dans chaque personne que j'ai rencontrée, puis à chaque fois, je fais comme « Ah ouais, c'est pour ça que je m'intéresse à ça. » Puis la rencontre avec toi aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment ça, tu sais, j'ai cliqué avec toi de façon complètement spontanée, puis tu sais, pour moi, c'était pas un travail de venir avec toi, puis je sais pas comment, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais te dire, comment je vais... Non, tu sais, c'est naturel, puis vraiment, je trouve que t'apportes ça aussi, puis comme porte-parole, c'est super efficace. Puis mon premier contact avec toi, officiellement, avec la QST, c'était dans l'animation, justement, d'un concert bénéfice l'année passée. Puis je t'avais donc trouvé, c'est accessible, joyeuse, ça, t'es une belle porte-parole. Fait que ça, c'est le côté plus personnel. Mon Dieu, t'es donc bien gentille, merci. Je trouve tellement que ça clique bien aussi. Je t'ai juste vu rentrer chez nous, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, qu'elle est fine! » Parfaite. Puis sur le côté plus professionnel, si on veut, moi, j'ai envie de dire, dans le fond, là, peu importe si tu connais des gens qui ont syndrome G de la Tourette, si toi-même tu l'as, si tu travailles, si tu accompagnes des gens qui ont syndrome G de la Tourette, la personne qui va être la mieux placée pour en parler, souvent, ça va être la personne atteinte elle-même. Fait que mets-toi pas cette pression-là de devoir tout connaître, tout comprendre, tout savoir, parce que, étant donné qu'il y a tellement de versions différentes du Tourette, comme tu le disais, ce qui va être le plus important, c'est la connexion. Va vers la personne, demande-lui, pose-lui la question. Si tu vois quelqu'un qui a l'air de tiquer, tu sais, à la limite, fais juste lui dire « Écoute, j'ai remarqué, je pense que tu as des tics, c'est peut-être le syndrome de la Tourette, je veux juste te dire que j'en ai déjà entendu parler. » C'est tout! Tu sais, pas besoin de rentrer dans quelque chose de « Hey, c'est-tu ça, puis c'est quoi tes autres tics, puis t'as-tu ci, puis t'as... » Non. Je t'ai vu faire ça. Exactement, tu sais. Fait que d'y aller plus, moi, c'est comme ça que je trouve que c'est la façon la plus authentique d'approcher quelque chose que tu connais pas nécessairement, que tu penses que c'est peut-être ça, puis tu te questionnes en même temps, mais tu sais, au lieu de se faire dévisager, je pense que la personne va grandement apprécier juste ce petit contact-là. Puis aux parents, aux familles, lâchez pas, on vous voit, on le sait que vous êtes là, vous êtes derrière vos cocos, vos cocottes, vos grandes cocos, vos grandes cocottes. Puis vraiment, chapeau, lâchez pas, tout le monde. C'est génial. Vous êtes merveilleux. Oh! une bonne vague d'amour pour vous, là, my God. Mais, hey, merci tellement, Annick. Ça me fait super plaisir. C'est vraiment intéressant. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes à la maison. Donc, le livre Le syndrome de G de la Tourette chez l'enfant et l'adolescent, 10 questions, en fait, sur ça. On peut le retrouver avec les éditions Midi 30. Ouais.
on peut l'acheter, j'imagine? Est-ce qu'il y a une plateforme Dans le fond, particulière? il y a le site internet des éditions Midi 30. Sinon, dans n'importe quelle librairie, là, la collection Midi 30 est bien représentée. Oui. Il y a mon livre, mais il y a 2 autres livres aussi sur le Tourette. OK. Il y a sur les troubles associés, vous allez trouver plein de trucs aussi. Il y a des outils, que vous soyez parents, intervenants, professionnels, jeunes. Des fois, vous voulez vous outiller vous-même, essayer de comprendre un peu ce que vous vivez. C'est super accessible. Puis en même temps, les contenus sont validés scientifiquement. Donc, Oui, c'est pas ça. parce que c'est accessible et vulgarisé que c'est du n'importe quoi. Il y a vraiment un travail de recherche dans ça, là, fait que c'est vraiment génial. Donc, merci. Le livre des éditions Midi 30 de Annick Laverdure. Merci, Annick. Merci à toi!